Ma belle-mère a vendu mes affaires pendant que j'étais en soins intensifs. Nous pensions que tu allais mourir là-bas, m'a-t-elle dit, alors que l'ex de ma femme occupait ma chambre. Je m'appelle Sébastien, j'ai 34 ans, et jusqu'à récemment, je croyais avoir tout sous contrôle. Une entreprise florissante, une épouse que j'aimais, une maison à moi et une famille qui, bien qu'imparfaite, me semblait être la mienne. Mais la vie a des façons cruelles de t'ouvrir les yeux. Tout a commencé il y a quelques années, quand j'ai rencontré Valéria. Elle avait 28 ans à l'époque. Elle était drôle, affectueuse, et même si parfois elle semblait plus intéressée par les choses matérielles que par ce qui est profond, j'étais amoureux. Je pensais qu'avec le temps, notre amour grandirait et qu'elle apprendrait à apprécier les choses très simples, comme moi. Valéria vivait avec sa mère, Martina, une femme d'environ 55 ans qui m'a toujours donné une impression étrange. Ce n'était pas une mauvaise personne, ou du moins je le croyais, mais elle avait une manière de parler qui glissait toujours des sous-entendus sur l'argent, la stabilité, ou sur le fait que Valéria méritait ce qu'il y avait de mieux. Mais je n'y ai pas prêté trop d'attention. Après tout, c'était sa mère, et je comprenais qu'elle veuille le meilleur pour sa fille. Lorsque Valéria et moi avons décidé de nous marier, 2 ans après notre rencontre, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas laisser Martina seule. C'est ma maman, se bat, elle n'a personne d'autre, m'a-t-elle dit avec ses yeux qui me faisaient toujours céder. Moi qui ai toujours voulu rendre les autres heureux, j'ai accepté. Qu'elle vienne vivre avec nous, lui ai-je dit. Ma maison est grande, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est ainsi que nous avons tous emménagé dans ma maison, une propriété que j'avais achetée après des années de dur labeur et d'économie. Ce n'était pas un manoir. Je l'ai achetée à 29 ans, après que mon entreprise ait commencé à décoller. C'était une maison à 2 étages dans un quartier tranquille. Quand Valéria et Martina ont emménagé, j'ai voulu qu'elles se sentent chez elles. Je leur ai dit de décorer à leur goût, d'acheter ce dont elles avaient besoin. C'est notre maison maintenant, leur disais-je. Et même si parfois je sentais que Martina en profitait un peu, achetant des choses chères sans me consulter, je laissais passer. Je voulais que Valéria soit heureuse. Mon travail était ma fierté. Avec Miguel, mon meilleur ami depuis l'université, nous avions fondé notre entreprise de conseil en technologie. Lui, c'était le génie créatif, toujours plein d'idées innovantes. Moi, j'étais celui qui mettait de l'ordre, gérait les chiffres et signait les contrats. Ensemble, nous étions imbattables. En 5 ans, nous sommes passés de 2 gars travaillant dans un garage à une entreprise avec des bureaux en centre-ville, 15 employés et des clients dans tout le pays. Nous gagnions bien, très bien. Je n'étais pas millionnaire, mais j'avais suffisamment pour vivre confortablement, voyager de temps en temps, et offrir à Valéria et Martina une vie sans souci. Valéria ne travaillait pas. Quand nous nous sommes mariés, elle a quitté son emploi d'assistante. Je veux me consacrer à notre foyer, m'a-t-elle dit. Et moi, Valéria, je n'y ai vu aucun problème. Mon salaire suffisait largement pour nous 3. Et l'idée qu'elle soit tranquille me plaisait. Je lui ai donné une carte de crédit supplémentaire pour qu'elle achète ce dont elle avait besoin, et une autre pour Martina, parce que Valéria insistait sur le fait que sa mère avait aussi besoin d'une certaine indépendance. Moi, je payais tout, les factures, les services, les sorties au restaurant, les robes que Valéria voulait, les soins esthétiques de Martina. Parfois, en regardant les relevés de compte, j'étais surpris par tout ce qu'elle dépensait. Mais je laissais passer. C'est pour ma famille, me disais-je. Elles en valent la peine. Tout semblait parfait, ou du moins, c'est ce que je croyais. Mais le stress a commencé à s'accumuler. L'entreprise grandissait vite, et avec cette croissance venait plus de responsabilités. Un jour, nous avons eu un gros contrat avec une multinationale, et les négociations étaient intenses. Je travaillais 12, parfois 14 heures par jour. Je rentrais à la maison épuisé. Et même si Valéria m'accueillait toujours avec un câlin, je remarquais que ses conversations tournaient surtout autour de ce qu'elle voulait acheter ou des endroits où elle voulait aller, plutôt que de me demander comment j'allais. Martina, de son côté, avait toujours quelque chose à redire, que la maison avait besoin de quelque chose de nouveau, que ses vêtements étaient démodés. Et moi, je continuais, pensant que c'était normal, que c'était ça, une famille. Un jour, tout a changé. C'était un mardi matin. J'étais au bureau, en train de consulter des documents liés au contrat. Miguel était à côté de moi, au téléphone avec un client. Je me souviens avoir ressenti une douleur étrange dans la poitrine, comme si quelqu'un m'écrasait. J'ai pensé que c'était de la fatigue, que j'avais besoin d'un café. Je me suis levé pour en chercher un, mais mes jambes ne répondaient plus. La dernière chose dont je me souviens, c'est le visage de Miguel criant mon nom pendant que tout devenait noir. Je me suis réveillé à l'hôpital, avec des tubes dans les bras et un bip constant à mes côtés. J'étais confus, faible. J'ai regardé autour de moi en espérant voir Valéria, mais elle n'était pas là. À sa place,
il y avait Miguel, assis sur une chaise, le visage fatigué mais soulagé. « Que s'est-il passé » ai-je murmuré. Un médecin est entré avant que Miguel ne puisse répondre. « Sébastien, je suis le docteur Ramirez. Vous avez eu une crise cardiaque. Vous avez été en soins intensifs pendant 3 semaines. Vous êtes stable maintenant, mais c'était grave. 3 semaines. Je n'arrivais pas à y croire. 3 semaines inconscient, à lutter pour ma vie. J'ai demandé à Miguel des nouvelles de Valeria et Martina. Son visage a changé, il est devenu sérieux. Je les ai appelés, le premier jour où on t'a amené ici, m'a-t-il dit. Je leur ai dit que tu étais dans un état critique, qu'elles devaient venir. Mais elles ne sont pas venues. Pas une seule fois. Elles n'ont pas répondu à mes messages. Après cela, j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing. Ma femme, la femme que j'aimais, n'était pas venue me voir. Ma belle-mère, que j'avais accueillie dans ma maison, non plus. J'ai essayé de leur trouver des excuses dans ma tête. Peut-être qu'elles avaient eu peur. Peut-être qu'elles ne savaient pas comment gérer la situation. Mais au fond de moi, quelque chose s'est brisé. Miguel m'a regardé et a posé une main sur mon épaule. Tu n'es pas seul, frère. Je suis là. Les jours suivants sont passés comme dans un brouillard. J'ai été autorisé à sortir une semaine plus tard, avec des instructions strictes de repos et de médication. Miguel m'a ramené chez moi dans sa voiture, parce que la mienne était toujours au bureau. Pendant le trajet, nous avons peu parlé. Je regardais par la fenêtre, essayant de me préparer à affronter Valeria et Martina. Je voulais croire qu'elles avaient une explication, que tout cela était un malentendu. Mais quand je suis arrivé chez moi, ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. J'ai ouvert la porte d'entrée avec ma clé, sans faire de bruit. Je n'avais pas prévenu de mon arrivée. Je voulais voir leur réaction. La maison était différente. Il y avait de nouveaux meubles, des décorations que je ne reconnaissais pas. Puis je suis monté à l'étage, vers ma chambre, celle que je partageais avec Valeria. Quand j'ai ouvert la porte, le monde s'est effondré. Mes affaires n'étaient plus là. Mes vêtements, mon ordinateur, les livres que je gardais sur ma table de nuit, tout avait disparu. À leur place, il y avait les vêtements de Valeria, comme d'habitude, mais aussi des chemises d'homme, une ceinture qui n'était pas à moi. Une paire de chaussures que je ne reconnaissais pas. J'ai senti l'air me manquer. Sébastien. La voix de Martina m'a fait me retourner. Elle était dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés. Bonjour, elle était nerveuse, presque tremblante. Qu'est-ce que tu fais ici? Cette question m'a mis hors de moi. Qu'est-ce que je fais ici? C'est ma maison. Où sont mes affaires, Martina? Qu'est-ce qu'il s'est passé avec toutes mes affaires? Elle a balbutié, cherchant ses mots. Nous pensions que tu ne t'en sortirais pas. Miguel nous a appelés, il a dit que tu étais dans un état très grave. On a vendu tes affaires pour ne pas souffrir, pour pouvoir aller de l'avant. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Elles avaient vendu mes affaires parce qu'elles pensaient que j'allais mourir. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. C'était Valeria. Son rire a résonné dans toute la maison. Mais elle n'était pas seule. À ses côtés, la tenant dans ses bras, il y avait un homme. Valeria. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était son ex, Diego, celui dont elle parlait toujours avec mépris, disant que c'était un bon à rien. Mais il était là, son bras autour de ma femme, dans ma maison. Quand Valeria est entrée dans la chambre et m'a vu, son visage s'est décomposé. Diego a aussitôt lâché prise, avec un sourire forcé. Mon amour, tu es là. Comment tu vas? Je n'ai pas répondu. Je tremblais de rage. Seba, que se passe-t-il? A dit Valeria. Pourquoi avez-vous vendu mes affaires? Pourquoi n'êtes-vous pas venu à l'hôpital? Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Elle a essayé de s'approcher, mais j'ai reculé. Seba, calme-toi. Tout s'explique. Diego, on pensait que tu n'allais pas t'en sortir. Et Diego, il est juste venu pour aider. Aider, ai-je crié. Tu veux dire prendre ma place? Martina a essayé d'intervenir, mais je l'ai interrompu. Et ça, c'est quoi? Ai-je dit en pointant le collier de diamants brillant autour du cou de Valeria. Je vois que vous n'avez pas perdu de temps. Vous avez trouvé l'argent pour ça où? J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de la banque. Mon cœur s'est effondré. Dépenses, encore des dépenses. Des vêtements de luxe, un voyage à Miami, des bijoux, des restaurants chers. Tout avec ma carte. MON argent. Pendant que j'étais en soins intensifs, en train de me battre pour ma vie, elle dépensait mon argent. Pendant que j'étais à l'hôpital, vous n'êtes pas venu me voir une seule fois, ai-je hurlé.
Valeria a commencé à bredouiller des excuses, disant qu'elle était stressée, qu'elle devait prendre soin d'elle. Diego, l'ex, est resté silencieux, les yeux baissés, comme s'il n'avait rien à voir avec ça. Je n'en pouvais plus. Je suis sorti de la chambre, j'ai descendu les escaliers et je suis monté dans ma voiture. Je tremblais de rage, mais aussi de douleur. Tout ce que j'avais donné pour elle, tout ce que j'avais construit, ne comptait pour rien à leurs yeux. En conduisant, j'ai pris mon téléphone. D'abord, j'ai appelé la banque et j'ai annulé toutes les cartes, y compris celles de Valeria et Martina. Ensuite, j'ai appelé mon avocat, Juan, un ami de confiance. Juan, j'ai besoin que tu prépares des documents. Je veux que Valeria et Martina remboursent chaque centime qu'elles ont dépensé sans mon autorisation. Et je veux divorcer. Immédiatement. Juan n'a pas posé de questions. Il a juste dit, donne-moi un jour, se bat. Demain ce sera prêt. Cette nuit-là, j'ai dormi à l'hôtel. Je ne pouvais pas retourner dans cette maison. Pas encore. Mais le lendemain, je suis revenu. Juan tenait une pochette avec les documents qu'il avait préparés. Quand Valeria et Martina m'ont vu entrer, elles sont restées silencieuses. Je leur ai tendu la pochette avec un sourire froid. Ouvrez-la, ai-je dit. Quand elles l'ont fait, leurs visages se sont décomposés. Il y avait 3 documents, un exigeant le remboursement de l'argent sous 5 jours, faute de quoi elles seraient poursuivies en justice, un autre, les papiers de divorce déjà signés par moi, et le 3e, un avis d'expulsion. Valeria avait un jour pour quitter ma maison, sinon j'appellerais la police. Valeria s'est mise à pleurer. Se bat, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger les choses. C'est fini avec Diego. Il ne compte pas, recommençons, redevenons une famille. Martina s'est jointe à elle, suppliant, disant qu'elles étaient ma famille. Mais j'ai juste ri. Vous êtes prévenus, ai-je dit, puis je suis parti. C'était la première fois depuis des semaines que je ressentais quelque chose qui ressemblait à la paix. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un but clair. Je n'allais pas leur laisser la satisfaction de me voir faible. J'ai enfilé une chemise propre, achetée en chemin parce que bien sûr, mes vêtements n'existaient plus, merci Martina. J'ai bu un café bien fort et je suis retourné chez moi. En arrivant, j'ai vu depuis ma voiture que Valeria et Martina chargeaient des valises dans la voiture d'un ami venu les aider. Je ne leur ai pas dit au revoir. Je ne les ai pas regardés. J'ai juste écouté la porte se refermer et le moteur s'éloigner. En entrant dans le salon, j'ai vu les papiers du divorce sur la table, signés par Valeria. Elle n'avait rien écrit, pas même une note. Juste sa signature tremblante, comme si elle avait hésité jusqu'à la dernière seconde. Mais je m'en fichais. C'était le premier pas vers ma liberté. Cette nuit-là, j'ai dormi chez moi pour la première fois depuis des semaines. Mais je ne me sentais pas chez moi. Tout était contaminé par ce qu'elles avaient fait. J'ai décidé que le lendemain, je commencerais à nettoyer au sens propre comme au figuré. J'ai ensuite engagé une entreprise de nettoyage pour désinfecter toute la maison, et j'ai commandé de nouveaux meubles pour remplacer ceux qu'elles avaient achetés avec mon argent. J'ai aussi appelé un serrurier pour changer toutes les serrures. Je ne voulais prendre aucun risque. Les jours suivants furent un tourbillon. Je suis allé à la banque pour examiner mes finances. Même si Valeria et Martina avaient dépensé une fortune, mon entreprise continuait à générer des revenus et j'avais des économies qu'elles ne pouvaient pas atteindre. Aujourd'hui, j'ai parlé à Miguel au téléphone, pour le remercier de m'avoir sauvé la vie. Il avait l'air préoccupé, mais aussi un peu distant. Se bat, repose-toi mec. Ne t'en fais pas pour l'entreprise, je m'en occupe, m'a-t-il dit. Quelque chose dans son ton m'a dérangé, mais je l'ai attribué au stress. Après tout, il avait géré tout le travail pendant que j'étais à l'hôpital. 4 jours plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais chez moi, en train de vérifier des factures, quand on a frappé à la porte. C'était Valeria. Seule, avec une mallette à la main. Sébastien, voilà l'argent, dit-elle sans me regarder dans les yeux. J'ai ouvert la mallette et compté, c'était presque tout ce qu'elles avaient dépensé, en liquide. Je n'en revenais pas, tu as trouvé cet argent où, lui ai-je demandé. Elle haussa les épaules. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne veux pas de problème juridique. Sa voix était froide, sans la moindre trace des larmes de l'autre jour. Je lui ai dit que je vérifierais avec la banque. Elle a simplement hoché la tête et est repartie. Je suis resté là, dans l'embrasure de la porte, la mallette à la main, me demandant comment, par tous les diables, elles avaient pu obtenir autant d'argent. Valeria ne travaillait pas, Martina non plus. Pas d'économie, pas de bien. Quelque chose clochait. Mais j'ai décidé de ne pas trop y penser sur le moment. L'important, c'était que j'avais récupéré mon argent. Du moins, c'est ce que je croyais. Le lendemain,
Je suis allé au bureau pour la première fois depuis mon séjour en soins intensifs. Je voulais reprendre le contrôle, revenir à ma vie. En arrivant, tout semblait normal. Les employés travaillaient, les téléphones sonnaient. Mais en m'approchant du parking, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. C'était Miguel, mon meilleur ami, l'homme qui m'avait sauvé la vie, en train d'embrasser Valeria dans sa voiture. Martina était à côté d'eux, souriante, comme si tout allait bien. Je les ai vus se dire au revoir. J'ai entendu Valeria dire « à ce soir ». Et tout s'est éclairci. L'argent, la mallette, l'attitude distante de Miguel. Je n'y croyais pas. Mon meilleur ami, l'homme en qui j'avais plus confiance qu'en quiconque, était avec ma femme ou plutôt, mon ex-femme. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Ce n'était pas seulement Valeria qui m'avait trahi. Miguel, l'homme que je considérais comme un frère, l'avait aussi fait. Je suis resté dans ma voiture sans bouger, les regardant s'éloigner. Je ne suis pas entré au bureau. Je ne pouvais pas l'affronter. Pas encore. Ce soir-là, j'ai de nouveau appelé Rohan. J'ai besoin d'un autre service, lui ai-je dit. Je veux vendre ma part de l'entreprise. Rohan a tenté de me convaincre de réfléchir à tête reposée, mais ma décision était prise. Je ne pouvais pas travailler avec quelqu'un qui m'avait poignardé dans le dos. J'ai aussi demandé à Rohan d'enquêter pour savoir s'il y avait quelque chose de suspect concernant l'argent que Valeria m'avait rendu. Je veux tout savoir, Rohan. Absolument tout. Les jours suivants ont été un mélange de soulagement et de douleur. D'un côté, je me sentais libre. Valeria et Martina étaient hors de chez moi. Le divorce était en cours, et j'avais récupéré mon argent. Mais la trahison de Miguel, ça, je ne l'avais pas vu venir. Je repensais à toutes ces fois où il venait à la maison, à la façon dont il plaisantait avec Valeria, à la manière dont Martina le regardait avec méfiance. Quand tout cela avait-il commencé? Étaient-ils ensemble avant même l'infarctus? Est-ce pour ça que Valeria n'était pas venue à l'hôpital? J'ai décidé que je n'allais pas laisser cela me briser. Je suis allé à la salle de sport. J'ai commencé à mieux manger. J'ai suivi à la lettre les recommandations du médecin. J'ai aussi commencé à chercher un nouveau projet, quelque chose qui raviverait la flamme en moi. Je ne voulais pas être l'homme qui s'effondre à cause des trahisons. Je voulais être celui qui se relève. Celui qui prouve que personne ne peut lui enlever ce qui lui appartient. J'ai essayé d'avancer, pendant que mon avocat m'aidait à vendre ma part de l'entreprise. Mais après une semaine, quelque chose continuait à me troubler. C'était Miguel. Miguel? J'avais besoin de lui parler, de mettre les choses au clair, pour enfin être en paix. Le lendemain, je suis allé à l'entreprise. Miguel était dans son bureau, assis devant son ordinateur. Quand il m'a vu, il s'est levé d'un bond, avec un sourire qui semblait sincère. Seba, mon frère. Comment tu vas? Je ne m'attendais pas à te voir si tôt. Sa voix était chaleureuse, mais ses yeux l'ont trahi. Il y avait de la nervosité. Une lueur de peur. Je me suis assis en face de lui, sans sourire. Il faut qu'on parle, Miguel, ai-je dit d'un ton qui ne laissait aucune place à la plaisanterie. J'ai fermé la porte du bureau et je l'ai fixé. Il s'est assis lentement, comme s'il savait que quelque chose de sérieux allait arriver. Je t'ai vu, ai-je dit sans détour, au parking. Avec Valeria et Martina. Tu souriais comme si tout allait bien. Qu'est-ce qui se passe, Miguel? Dis-moi la vérité. Son visage a changé. Le sourire s'est effacé, et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait tout nier. Mais il a ensuite soupiré, s'est passé la main dans les cheveux et a baissé les yeux. Seba, je suis désolé, dit-il. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. J'ai voulu lui crier dessus, mais je me suis retenu. Explique-moi, ai-je dit entre mes dents serrées. Et alors, tout est sorti. Miguel a avoué que lui et Valeria avaient commencé à se parler davantage pendant que j'étais à l'hôpital. Il a dit qu'elle l'avait contacté en pleurant, disant qu'elle était dévastée par mon état. Lui, comme l'idiot que je sais qu'il est maintenant, l'a cru. Seba, m'a-t-il dit, au début je voulais juste l'aider, mais les choses ont dérapé. Je n'avais pas prévu que ça arrive, Seba. C'était une erreur, a-t-il dit d'une voix brisée. Une erreur, ai-je répété. Une erreur, c'est de l'embrasser sur le parking. Une erreur, c'est de lui donner l'argent pour qu'elle me rembourse ce qu'elle a dépensé? C'est bien ça, non? Ce sac plein de billets ne vient pas de nulle part. Miguel est resté silencieux. Et ce silence, c'était toute la confirmation qu'il me fallait. Mais il y avait pire encore. Je lui ai demandé s'il avait utilisé l'argent de l'entreprise. Et son silence, à nouveau, a été assourdissant. Réponds, Miguel, ai-je crié, perdant patience. Finalement,
Il a admis avoir pris un prêt sur les comptes de l'entreprise pour l'aider. Elle allait le rendre, a-t-il dit. Je ne voulais pas que tu aies des problèmes juridiques avec elle. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il ne m'avait pas seulement trahi avec ma femme, il avait aussi mis en péril notre entreprise, le rêve que nous avions bâti ensemble. Je me suis levé, tremblant de rage. Tu es fini, Miguel. Je ne veux plus jamais te voir. Je parlerai à Juan pour vendre ma part de l'entreprise. Et si je découvre que tu as touché un centime de plus que ce que tu admets, je te jure que tu vas le regretter. Il a tenté de parler, de me demander pardon, mais je l'ai interrompu. Je ne veux pas de tes excuses. Je veux que tu disparaisses de ma vie. Je suis sorti du bureau sans me retourner. J'ai vendu ma part de l'entreprise un mois plus tard. J'ai signé les papiers avec un acheteur que Juan avait trouvé, une société technologique intéressée par notre portefeuille de clients. L'argent de la vente a largement suffi pour recommencer à zéro. J'ai lancé une nouvelle entreprise, seul, sans personne autour de moi pour me trahir. Et avec mes connaissances, j'espère bien la mener au succès. Alors, si un jour tu te retrouves dans une situation comme la mienne, où le monde que tu as construit s'effondre, souviens-toi de ceci, tu n'es pas ce que les autres te font subir. Tu es ce que tu choisis de faire ensuite. Moi, j'ai choisi de me relever, et je ne le regrette pas. Abonne-toi pour d'autres histoires du quotidien.